Ce week-end, c'est l'UFC 305, l'occasion pour nous de faire un dernier point sur cette carte. Dana White a fait quelques annonces, on reviendra là-dessus aussi. Et Brendan Allen, le futur adversaire de Nassourdine Imavov, a donné une longue interview que je vais bien sûr vous résumer. Nous sommes le vendredi 16 août 2024 et comme à chaque émission, nous faisons le tour de l'actualité. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Dricus du Plessis a assuré qu'il entamait toujours un combat avec la ferme intention de terminer avant la limite, mais que si les choses allaient à la décision, il est maintenant convaincu que son cardio lui permet d'offrir aux fans un affrontement divertissant. Il cite en exemple le combat qui lui a permis de devenir champion contre Strickland. D'ailleurs, ce cardio n'est pas un don, puisqu'il explique avoir fait les ajustements nécessaires à l'entraînement il y a quelques années et avoir tout de suite vu le résultat le jour de la compétition. Et puis il le dit en rigolant un petit peu, pourtant les 5 rounds de Sean Strickland sont plutôt chiants à regarder d'habitude, mais regardez ce que j'ai fait contre lui, je pense que tout le monde a été très satisfait de ce combat. Même si pour les spectateurs, comme vous le savez, le combat contre Adesanya est énorme, il explique que pour lui ça ne change rien, chaque combat étant toujours le plus gros de sa carrière. Et puis il est revenu un petit peu sur le combat entre Adesanya et Sean Strickland, en disant qu'au début, il pensait que c'était une nuit sans, comme on dit, une nuit off pour Israël Adesanya, qu'il n'était pas au niveau qu'il devait être. Il dit, mais après avoir affronté Sean Strickland, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le style de Sean Strickland qui a fait complètement dérailler Israël Adesanya, et que ce soir-là, il était très bien, il est juste tombé sur plus fort, et il a montré des limites. Alors un peu plus tôt dans la semaine, je vous disais qu'Adesanya voulait combattre à l'UFC 300, qu'il l'avait fait savoir à l'UFC, et que malheureusement ça ne s'était pas concrétisé. Bon Dricus du Plessis a confirmé qu'à l'époque il sortait de son combat contre Strickland, combat au cours duquel il s'est cassé le pied, et qu'il était du coup impossible pour lui d'être prêt à temps, même si combattre sur la carte de l'UFC 300 lui donnait vraiment envie. Et puis pour conclure, il s'est dit très heureux d'être le premier champion africain, résident africain, à vivre et s'entraîner en Afrique. Et puis c'est aussi une très grosse fierté d'amener un jour pour lui l'UFC sur le continent africain, et surtout forcément en Afrique du Sud. Taito Ivasa, lui, a fait son camp d'entraînement à Dubaï, expliquant que c'est la meilleure façon pour lui d'être 100% concentré sur l'entraînement, loin de sa famille, de ses amis et des différents business qu'il possède en Australie. Comme il le dit, à Dubaï, c'est eat, sleep, train, donc manger, dormir et s'entraîner. C'est ce qui lui a permis, d'après lui, de faire un de ses meilleurs camps des dernières années. Il a aussi expliqué que depuis quelques temps, ses problèmes personnels avaient beaucoup impacté ses performances, mais qu'il est cette fois dans de très bonnes dispositions. Et puis concernant Rozenstruik, qu'il respecte beaucoup, il est très heureux d'affronter un striker, il pense que c'est le combat parfait pour se remettre sur le chemin de la victoire, avec un KO si possible forcément, et espère même revenir très rapidement suite à ça, pour être pourquoi pas sur la carte de John Jones, possiblement au Madison Square Garden au mois de novembre. Mateusz Gamrot, en vue de son combat contre Dan Hooker, n'a pas fait son camp d'entraînement à l'American Top Team en Floride comme il en a l'habitude, mais chez lui, en Pologne, il dit d'ailleurs s'être entouré des meilleurs strikers du pays. Il reconnaît à son futur adversaire un bon uppercut, de bons genoux et de bons directs, mais est convaincu qu'il va faire la différence en l'amenant au sol. Il a aussi reçu les conseils de son partenaire d'entraînement en Floride, Dustin Poirier, qui a affronté le Néo-Zélandais il y a quelques années, mais avoue que les choses seront un peu différentes pour lui, car en ce qui concerne Poirier et Hooker, c'est un combat entre strikers, alors que lui amène une autre problématique avec sa lutte et son grappling. En tout cas, si Islam Makhachev ne se remet pas de sa blessure dans les mois à venir, il espère disputer un combat pour la ceinture intérim, face à celui qu'il a déjà battu d'ailleurs, à savoir Arman Tsarukyan, et promet que le combat sera plus simple pour lui cette fois, estimant que le style d'Arman lui correspond très bien. Et puis enfin, on le sait, beaucoup de personnes ont été surprises de le voir accepter un combat contre quelqu'un aussi loin au classement que Dan Hooker. Il a simplement expliqué qu'il voulait combattre rapidement et que personne d'autre n'était disponible. Toujours sur cette carte, il y en a un qui a un tournant de sa carrière, je dirais, c'est Kai Kara France, qui a été tenu éloigné de l'octogone pendant un long moment à cause de commotion cérébrale. Il a expliqué n'avoir pris aucun coup pendant 6 mois pour mettre toutes les chances de son côté. Il assure aussi avoir fait les choses très sérieusement. Il explique notamment avoir fait un test à base de puzzles, de jeux de mémoire, etc. Lorsqu'il l'a fait pour la première fois, il ne l'a réussi qu'à 50%, et 4 mois plus tard à 98%, ce qui lui a prouvé que son état s'était amélioré et qu'il allait prochainement être de retour dans l'octogone. On va voir ça ce week-end. Il est même convaincu maintenant d'avoir combattu plusieurs fois avec des dommages au cerveau sans s'en être rendu compte. Il a tenu à remercier le staff des All Blacks, l'équipe nationale de rugby néo-zélandaise,
qu'il l'a beaucoup aidé dans son rétablissement, mais pas que lui, puisqu'ils ont aussi aidé toute la City Kickboxing dans leur camp d'entraînement pour cette UFC 305. Et puis il tire tout de même du positif de cette épreuve, puisqu'il a revu sa façon de s'entraîner, il dit se préserver un peu pendant l'entraînement pour en garder sous le pied le soir du combat, et aussi mieux gérer son planning pour passer plus de temps en famille. Espérons que ça lui réussisse, surtout parce que là il est dans la deuxième moitié de sa carrière comme on dit, et à ce sujet il s'est dit très fier de voir que les années qui passent ne changent rien au fait que ses partenaires d'entraînement et lui-même tiennent toujours le haut de l'affiche, et puis il est forcément bien conscient qu'une victoire sur Herzerk ce week-end peut lui permettre d'avoir sa chance à la ceinture tout de suite après, mais assure ne pas voir plus loin que samedi pour l'instant. Mardi, c'était la reprise du Dana White Contender Series. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est simple, des combattants qui ne sont pas sous contrat UFC s'affrontent, et Dana White signe ceux qui l'ont le plus impressionné. Ça se passe le mardi soir, et en France, on peut regarder ça sur l'UFC Fight Pass. Dana s'est dit très satisfait de l'audience de cette émission, qu'il pourrait, d'après lui, faire tout au long de l'année. Il dit aussi être très fier des combattants qui en sortent. D'ailleurs, il dit vous n'avez qu'à regarder jusqu'à la fin de l'année sur le nombre de soirées qu'on organise, les soirées UFC. Il y a énormément de combattants qui sont issus de ce programme et surtout certains qui tiennent le haut de l'affiche. On pense notamment à Sean O'Malley. Il est aussi revenu sur les travaux de l'Apex. Je vous avais annoncé que la salle allait fermer jusqu'à l'été prochain. Il a dit que c'était pas sûr. Il dit on verra. On parle quand même d'un chantier de 20 millions de dollars. Il fera de toute façon une grosse annonce à ce sujet dans les 6 prochains mois. Mais il a quand même confirmé que dans les mois à venir, ils organiseront plus de shows à travers le monde que dans les années passées. Il a aussi eu un mot de l'UFC 305 et surtout du main event, en concédant notamment qu'assez souvent quand deux combattants se détestent, l'affrontement dans l'octogone est décevant, mais qu'avec Dricus du Plessis et Israel Adesanya, il s'attendait quand même à du beau spectacle. Il a eu un mot aussi sur John Jones, tout le monde attend son retour au mois de novembre au Madison Square Garden. Il n'a dit, c'est pas encore officiel, on travaille dessus, on est en train de construire la carte. Et puis il a aussi eu un mot de Conor McGregor en expliquant que Conor était motivé à revenir, mais qu'il ne pensait pas que ça se fera cette année. Tout de suite Conor McGregor a réagi en disant non, ça va se faire au mois de décembre, c'est sûr et certain. Michael Chandler n'a pas pu s'empêcher et a dit à Conor, tiens c'est bizarre, on dirait que tu t'es vu un peu plus important que tu ne l'es vraiment pour la société, l'UFC se porte très bien sans toi. Et puis juste après, Chandler a retweeté en disant ok c'est fait pour le mois de décembre. On a réinterrogé Dana White un peu plus tard, il a dit non pour l'instant pour moi il n'y a rien au mois de décembre. On verra comment les choses vont évoluer. Et direction l'UFC Paris maintenant avec Brendan Allen, futur adversaire du français Nassourdine Imavov, qui a fait savoir qu'il n'était pas du tout enjoué par son futur séjour dans notre capitale. Il aurait entendu dire que les Français étaient racistes et n'avaient Dieu que pour leurs combattants. Alors d'un autre côté, il contrebalance en disant que c'est un peu sa mentalité à lui aussi, alors il comprend, et puis il conclut sur le sujet en affirmant que de toute façon il n'aime pas voyager, il est né aux États-Unis, vit là-bas, ses ancêtres se sont battus pour ce pays, et que le reste ne l'intéresse pas vraiment. Concernant le combat, il pense pouvoir finir rapidement sur un KO, ou bien aller chercher une soumission un peu plus tard, en fin de seconde reprise ou dans la troisième. Il s'estime plus complet que le français, avec plus d'expérience. Il dit notamment qu'à l'inverse de ce dernier, il sait ce que c'est que d'avoir le visage recouvert de son propre sang, et même qu'il prend du plaisir là-dedans. D'après lui, Imavov aurait refusé que le combat soit en 5 rounds, il veut donc le faire payer dans la cage. Et pour le citer, que les choses soient douloureuses pour le français. Alors là, je me demande s'il n'y a pas un peu une guerre mentale qui s'installe, parce qu'on sait que Nassourdine a tendance parfois à sortir un peu de ses gonds rapidement, alors peut-être qu'il se dit si je le titille un peu, si je le pousse un peu, dans l'octogone il va peut-être décapsuler et ça va me donner des opportunités, c'est quelque chose qui est très possible. Et puis on le sait, Allen a consulté pendant quelques temps un psychologue du sport et a souvent dit que ça avait changé sa carrière. Il pense d'ailleurs que tout le défi pour lui aujourd'hui est de bien gérer sa charge de travail pendant l'entraînement et sa diététique afin d'éviter au maximum les blessures. Et puis pour en finir avec ce combat, il explique qu'il n'a pas encore étudié en profondeur le style de Nassourdine Imavov, mais qu'il va s'y atteler très prochainement. Il est aussi revenu sur son dernier combat face à Chris Curtis en affirmant que c'est un adversaire très dur à manœuvrer, petit, compact et explosif. Cependant, il pense avoir largement gagné le combat et dit être fier de sa performance, surtout qu'il a pris ce combat en short notice et qu'une blessure l'a empêché de lutter pendant la majeure partie de sa préparation. Et puis ce week-end, il y a le combat entre Dricus du Plessis et Israel Adesanya pour la ceinture de sa catégorie, les poids moyens. Il a expliqué n'aimer ni l'un ni l'autre, mais va quand même regarder le combat. Il pense d'ailleurs que si Adesanya est vraiment motivé et a vraiment envie d'être là, les choses vont être compliquées pour Dricus, mais que si ce n'est pas le cas, le Sud-Africain va mettre une telle pression à l'ancien champion qu'il risquerait de couler sous les coups.
D'ailleurs, il reconnaît au champion actuel une confiance hors du commun, mais aussi une énorme chance. Alors est-ce que la chance sera au rendez-vous pour Dricus du Plessis ce week-end? La réponse dans quelques heures maintenant. Sinon, on a eu quelque chose d'assez drôle aussi hein, avec Khabib Nurmagomedov qui explique que son fils lui a posé une question. Il est venu le voir en lui disant Papa, Islam Makhachev, c'est un très bon combattant. Est-ce que tu étais aussi bon que lui? Est-ce que toi, tu étais aussi bon que lui? Et puis, il se rappelle même plus que moi j'étais un combattant. En fait, il est trop jeune. Il comprend pas vraiment ce qui se passe. D'ailleurs, il a jamais vu ma ceinture. C'est une anecdote qui m'a plutôt fait rigoler. Et puis d'ailleurs, Khabib Nurmagomedov, je vous disais la semaine dernière ou il y a 15 jours qu'il devait beaucoup d'argent à l'État russe, apparemment un impayé d'impôts ou quelque chose comme ça. Ses comptes étaient bloqués, enfin ça puait un peu pour lui. Il semblerait, d'après Red Corner MMA, qui est un média qui est très axé sur ce qui se passe en Russie, surtout au Daghestan, et puis qui nous donne beaucoup d'interviews. Apparemment, Khabib a payé ce qu'il devait, donc il serait sorti d'affaire. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Pour en revenir un peu à l'UFC du week-end, Dana White a confirmé que Sean Strickland prendrait le vainqueur du combat entre Adesanya et Duplessis. Ce sera donc une revanche dans tous les cas. Personnellement, j'aurais aimé voir un peu autre chose ensuite. Pourquoi pas si Whittaker bat Chimaev qu'il ait sa chance. Si Chimaev bat Whittaker, je pense que c'est sûr et certain qu'il aura sa chance aussi. Mais il se passe beaucoup de choses derrière. Après, Strickland aussi a fait ce qu'il fallait. Son dernier combat était pas génial, mais il l'a gagné. Contre Dricus du Plessis, c'était très serré. Donc je peux comprendre la logique. Mais d'un point de vue spectacle, j'aurais aimé voir autre chose. Même si Strickland va forcément amener un peu une petite touche épicée à tout ça avec ses différentes conférences de presse. Il y a quelque chose sur Adesanya qui est beaucoup ressorti, c'est qu'apparemment il a pris de la masse musculaire, il dit être beaucoup plus puissant, beaucoup plus préparé à frapper fort que dans ses derniers combats. C'est quelque chose qu'il a mis en avant hein, ces dernières semaines. Et Dan Hooker est venu confirmer. Alors vous me direz, Dan Hooker c'est son partenaire et ami, partenaire d'entraînement et ami dans la vie. Donc forcément il va pas dire le contraire. Mais voilà, il dit oui, je le sens beaucoup plus puissant. Il a défendu sa ceinture plusieurs fois, 5 fois en 16 mois je crois c'était. Et donc forcément il n'avait pas vraiment le temps de se concentrer là-dessus. Il n'avait pas le temps de soulever des poids. Mais là il a pris le temps de le faire. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Et ça va impacter de manière positive sa performance. C'est vrai que ça peut changer pour un combattant d'avoir fait ça en bien ou en mal. Hein. Les deux peuvent marcher. Après, je me dis qu'Adesanya, il est resté dans la même catégorie de poids. Donc, c'est pas comme s'il était monté. Donc, on aura la réponse ce week-end. Et d'ailleurs, ce week-end, on peut parler de la carte des retours. Là, il y a beaucoup de combattants sur la carte principale qu'on n'a pas vu depuis 1 an ou plus. Déjà, Adesanya, depuis le mois de septembre 2023. Ça fait 11 mois, ça fait presque 1 an. Mais en ouverture de main card, on a aussi le chinois Li Jingliang, qu'on n'a pas vu depuis septembre 2022, donc ça fera quasiment 2 ans d'absence. Dan Hooker, lui, suite à ses blessures, c'était juillet 2023, plus d'1 an donc. Kai Kara France, je vous en ai parlé, problème de commotion depuis juin 2023. Donc tout ça, ça peut jouer. Après, bon, 2 ans pour le chinois, c'est long. 1 an pour Dan Hooker, je pense que ça va, mais bon, t'as été blessé, comment tu vas revenir? Kai Kara France, moi j'ai beaucoup de questions, parce que les commotions cérébrales, c'est pas rien, ça peut laisser des traces, ça peut t'impacter hein, quand il va se retrouver dans la cage face à l'adversaire. Est-ce qu'il va pas avoir ça dans un coin de la tête, justement? Je ne sais pas, mais ça peut vraiment avoir un impact, j'espère pas, parce que c'est un combattant que j'aime beaucoup, mais ma grosse interrogation du week-end, elle sera sur lui. Je vous dis assez souvent que les posters de l'UFC sont assez moches, bon, tout le monde le dit. Hein. L'UFC sont pas bons pour leurs affiches, c'est tout le temps la même chose, ça donne pas très envie. Et bah là, ils ont partagé une affiche qui a été faite par un fan, hein, je suppose, Florian Chômeur. Ça se dit, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas l'affiche est super belle et je pense que l'UFC parfois devrait engager des mecs un peu de l'extérieur, venir leur faire des affiches. Un gros combat comme ce week-end, ça mérite, je pense, quelque chose d'un peu plus exotique, surtout quand on sait que maintenant ils font des shirts personnalisés. Je pense que les affiches c'est la prochaine étape, mais vous me direz ça change rien de toute façon à ce qui se passe dans l'octogone. Des nouvelles de Robbie Lawler, il a posté cette photo sur les réseaux en mettant le sparring commence bientôt. Puis on voit Brendan Allen derrière hein, qui se prépare pour Nassourdine Imavov, j'en parlais tout à l'heure. J'ai pas l'impression qu'il combatte, qu'il fasse encore beaucoup de sparring. Robbie Lawler, je pense qu'il s'est vraiment reconverti à 100% dans l'entraînement hein, en tant que coach. J'espère que ça lui réussit au vu de la carrière qu'il a eue à l'UFC. Je suis content qu'il ait trouvé sa voie hors de l'octogone maintenant et qu'il ne soit pas tombé dans de mauvaises choses. Des nouvelles aussi de Nathaniel Wood, un combattant anglais que j'aime beaucoup, très complet. Je pensais qu'il aurait une plus belle carrière que ce qu'il a actuellement, mais bon, c'est pas fini. Il a dit, moi, j'avais pour projet de devenir champion du monde à 28 ans, mais parfois la vie, voilà, te met des obstacles et veut que les choses soient faites différemment. L'objectif, ça reste le même. Je vais être champion du monde à 33 ans. Je trouve qu'il lui manque quelque chose à Nathaniel Wood. Quand il est arrivé, je le voyais très complet, je le voyais très bon. Il a accroché de bons noms, il a battu notamment Charles Jourdain, un combattant qui est jamais facile à manœuvrer.
Quelle sera la suite pour lui? Je ne sais pas. S'il se remet en cause, s'il se remet en question, est-ce qu'il va changer de team? Je ne sais pas. Mais c'est un combattant, j'ai vraiment hâte de voir la suite pour lui. Mohamed Mokaev, on le sait, ne fait plus partie du roster UFC depuis l'UFC Manchester. D'ailleurs, Dana White en a remis une couche en disant oui, mais il a tout fait pour ne plus être à l'UFC. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment pas le grand amour entre les deux. Bah Mokaev, il a mis un tweet où c'est juste écrit sign, donc signé. Donc il l'aurait signé quelque part, on ne sait pas où pour l'instant. Si j'ai des nouvelles, je vous le ferai savoir. Jan Blachowicz qui poste une photo en disant j'attends toujours mon prochain adversaire, j'ai très hâte. Ça fait déjà un moment que Blachowicz le dit qu'il veut revenir. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la catégorie. Il avait eu un combat très serré contre l'actuel champion maintenant Pereira. C'était le premier combat de Pereira chez les lourds légers. Peut-être une revanche, je ne sais pas. Mais Blachowicz il n'est pas tout jeune non plus, donc il ne faudrait pas que ça traîne trop. On a Ariel Helwani, le célèbre journaliste, qui annonce que c'est fini pour lui de travailler pour The MMA Hour. Donc vous ne regardiez peut-être pas ce show, c'était énorme. Tous les combattants, toute l'élite des combattants de MMA venaient dans le The MMA Hour. Moi, je regardais pour pouvoir vous faire des résumés ensuite. Il dit qu'il a un nouveau projet, que ça va être énorme, etc. Mais j'ai vraiment hâte de savoir. Moi, je vais être impacté, entre guillemets, parce que je regardais son show toutes les semaines pour me donner un peu de matière à parler. Il va peut-être faire autre chose, mais Ariel Helwani, je sais que beaucoup ont dit qu'il avait attrapé la grosse tête. Je me souviens, Eric Cara, dans son podcast Fréquence MMA, l'avait dit. Il a eu des altercations même avec des coachs. Voilà, il a une estime de lui qui est assez élevée. Après, il a une carrière de dingue. Il est parti de rien. Lui, il a commencé dans sa chambre quand il était au lycée ou à l'université. Tous les samedis, il faisait un show sur l'UFC. Et un jour, Bruce Buffer lui a dit vas-y, je veux bien être ton invité. Et là, ça a fait décoller la chose. Il est devenu le journaliste qu'on sait aujourd'hui. Il était là actuellement à Paris pour les JO. Journaliste canadien. C'est un Canadien à la base, donc il suivait la délégation canadienne. Il fait un boulot de dingue. Donc quelle va être la suite pour lui, je ne sais pas, mais en tout cas, The MMA Hour, ce serait terminé. Déjà, il avait arrêté il y a quelques années, il avait été chez ESPN, ensuite il était revenu, donc c'est peut-être seulement un au revoir. Quelques annonces de combat pour terminer, et on a Erin Blankfield qui va affronter Rose Namajunas, deux victimes de la française Manon Fiorot, qu'elle recroisera peut-être sur son chemin dans les années à venir. Et puis Derrick Lewis qui va aller affronter Alexander Romanov. Lewis toujours là. Bon, avec la force de frappe qu'il a, il peut toujours nous offrir des chaos spectaculaires. Donc on sera là, hein. Ces deux combats-là, ce sera le 2 novembre au Canada à Edmonton. Donc espérons qu'il n'y ait pas de blessure d'ici là. Et puis je sais que beaucoup ça va faire grincer des dents, mais Jake Paul contre Mike Tyson, ça va bien avoir lieu. Ça va être dans 3 mois, le 15 novembre. On pensait que c'était définitivement tombé à l'eau avec la blessure de Tyson. Jake Paul finalement avait pris Mike Perry. Quand tu parles à des mecs qui ont connu Tyson jeune, hein, des mecs qui ont la soixantaine ou plus, ils te disent mais qu'est-ce qu'il va faire là-dedans Tyson à son âge, je comprends pas du tout. Bah écoutez, il y aura une carte sur Netflix en live, Tyson contre Jake Paul, chacun en pensera ce qu'il veut. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, pensez si vous pouvez à vous abonner, à liker, ça me rendrait bien service, à en parler autour de vous. Et tout de suite, on passe c'est pas la minute auditeur, pas encore, c'est notre petit défi Paris. Et le premier combat, c'est le chinois Li Jingliang contre le brésilien Carlos Prates. 3,45 pour Li Jingliang, je comprends, 2 ans d'absence. Moi, c'est un combattant, je sais jamais quoi en penser. Je sais qu'il a fait de belles choses, mais je suis jamais vraiment de son côté. Je vais plutôt y aller avec le brésilien. 1,24, il n'y a pas beaucoup à gagner, comme on dit. Mais 2 ans d'absence, ça me semble vraiment énorme pour le chinois. Combat d'après, là, ça m'intéresse à fond. Tai Tuivasa, 2,75 contre Jairzinho Rozenstruik, 1,81. Bah, Tuivasa, il n'est pas sur la meilleure série de sa vie. Hein. Depuis l'UFC Paris et sa défaite contre Cyril Gane, ça a été quand même assez compliqué. Il y a eu des KO. Est-ce que le menton est toujours là? Je commence vraiment à en douter. Maintenant, j'adore son style. J'y vais à fond. Mais je pense que Rozenstruik va être plus intelligent. Je pense que ça va être ça la différence. Il l'a dit en conférence de presse, je vais choisir mes coups. Et je pense que ça va faire la différence. Il va peut-être faire croire à Tuivasa qu'il veut aller à la guerre. L'autre, il va se livrer. Et Rozenstruik va le contrer. Après, Tuivasa, il a fait son camp à Dubaï. Comme il le dit, j'ai réglé mes problèmes hors de la cage. Ça va aller mieux. J'ai envie d'y croire. Je l'aime beaucoup. Mais je vais plutôt y aller avec Rozenstruik sur ce coup-là. Gamrot 1,27. Dan Hooker 3,45. Dan Hooker peut faire la surprise, hein, et il faut jamais l'enterrer Dan Hooker, mais Gamrot c'est quand même très haut dans le classement, c'est très bon au sol, surtout j'ai peur que Gamrot l'amène au sol et que ce soit terminé pour Dan Hooker, même s'il ne le termine pas, qu'il passe le round sur lui, à le coller à la cage, à le remettre au sol, etc. J'ai du mal à voir Dan Hooker s'imposer, même si il faut jamais l'enterrer, hein, comme on dit d'habitude, mais je vais y aller avec Mateusz Gamrot pour celle-là, puis j'espère qu'ensuite il sera récompensé avec un combat éliminatoire pour le titre, peut-être son combat de titre intérim, hein. On se souvient, il était le 3e homme pour le combat entre Oliveira et Makhachev. Oliveira se blesse, finalement c'est pas lui qui a le combat, c'était dur quand même, j'espère que son heure viendra. Co-main event ensuite, Kai Kara France, hein, le néo-zélandais contre Steve Herseg.
australien. Kai Kara-France 2,35, bah ça s'explique je pense hein, par l'inactivité. Le fait aussi que Herseg au sol je pense est bien meilleur. Mais attention, Kai Kara-France faut jamais l'enterrer. Il peut passer 2 rounds à se faire molester au sol et puis au 3e round nous mettre un KO. C'est fort possible. Je vais quand même y aller avec Herseg sur ce coup-là. 1,54 c'est le favori. Je pense que maintenant, voilà, c'est l'époque d'Herseg. Kai Kara-France, j'ai peur que petit à petit ça décline. Avec ce qui lui est arrivé au cerveau, je me répète, c'est pas rien, donc je vais y aller avec Herseg. Mais je ne serais pas étonné que Kai Kara-France se fasse malmener au début du combat, puis finisse par revenir. On l'a déjà vu faire ça. Et enfin, le main event, Dricus du Plessis contre Adesanya. D'après moi, tout va dépendre de l'état de forme d'Adesanya. Il est parfois assez passif, hein, j'en parlais avec un ami l'autre jour, alors que du Plessis est très actif. Du Plessis pourrait scorer des frappes, et puis à un moment, Adesanya va être trop en retard, et s'il réussit pas à le contrer, perdre le combat à la décision comme ça un peu bêtement. J'ai du mal à voir du Plessis finir Adesanya, pour être honnête avec vous, mais pourquoi pas. Mais sinon, Adesanya pourrait très bien contrer du Plessis, hein, si du Plessis se jette un peu trop, le contre pourrait être terrible, hein. Adesanya, musculation en préparation, prise de muscle ou pas, il peut mettre des KO, il a cette puissance, il l'a déjà montré. Je vais quand même y aller avec Adesanya, je fais peut-être une erreur, peut-être, mais je pense qu'Adesanya est meilleur, j'espère qu'il est au top de sa forme, que du Plessis aussi, et que les deux vont nous offrir un magnifique combat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on parie pas d'argent, il n'y a rien à gagner, c'est juste entre nous, ça ajoutera un peu de piment à la soirée. Et puis tout de suite, on passe cette fois-ci vraiment à la minute auditeur, c'est parti. Minute auditeur que je commence avec Fabien Liberty qui me dit « J'ai juste un petit message pour Merab, il peut dire ce qu'il veut sur Oumar. Personnellement, je pense que Oumar lui donnerait une leçon en lutte et que si Merab considère que Oumar n'a pas fait ses preuves, alors c'est clairement un manque de respect pour Sandhagen. » Alors c'est vrai que la lutte entre les deux, entre Oumar et Merab, ça va être super intéressant, j'ai vraiment envie de voir ça, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Après, je pense que ce que Merab a voulu dire sur Oumar, c'est qu'il est passé de combattre des mecs hors top 15 à combattre le numéro 2 Sandhagen. Du coup, les choses, il a été un peu catapulté, ce qui est vrai. Mais maintenant, là où je te rejoins, c'est que vu ce qu'il a fait à Sandhagen, maintenant on peut plus rien dire, il mérite clairement sa chance à la ceinture. Et franchement, s'il doit y avoir un combat entre Oumar et Merab, la lutte, je pense que ça va être magnifique. Après, on dit que parfois, quand deux lutteurs s'affrontent, ça fait un combat de striking. Franchement, je serais assez déçu de ça. Ensuite, j'ai Kameda qui me dit un combat Bilal Shafkat, c'est le mec au 0% de finish contre le mec au 100% de finish. Ce serait intéressant. Bah ouais, c'est la grosse réflexion de tout le monde. Ça donnerait un super combat. Et encore une fois, là, je serais vraiment très intrigué par les échanges de lutte dans ce combat-là. Et puis enfin, j'ai TZ qui me dit « Dommage, c'était bien l'Apex, on entendait les coups, les réactions des combattants, on aurait dit un combat de street fight. » Mais oui, au début, je me souviens quand ça a rouvert suite au Covid, que ça allait combattre à l'Apex, tout le monde disait « Ouais, c'est impressionnant, on entend ce que disent les coachs, on entend les low kicks qui claquent et tout, ça avait du charme. » Puis petit à petit, l'UFC nous en a tellement fait bouffer qu'on voulait plus voir ça. Mais là, avec l'annonce de Dana White, je me dis que c'est peut-être pas fini pour cette année et qu'ils vont peut-être réussir quand même à y organiser des shows de temps en temps. Mais après, je pense qu'ils peuvent aussi faire des shows sans public, hors de l'Apex. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait possible. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis je vous souhaite de très bons combats pour ce week-end. On se retrouve très bientôt. Salut!